Bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous allons voir si autonomie de l'élève et coopération vont ensemble. Est-ce que l'autonomie ou le travail de l'élève est toujours individuel ou est-ce qu'on peut y annoncer une notion de coopération? C'est une question qui est souvent impensée. C'est ce que nous dit Bernard Lahire, qui nous dit que travailler en autonomie signifie donc souvent travailler seul, et l'autonomie la plus fréquemment pensée à l'école et plus largement dans le monde social est fondamentalement une autonomie individuelle. Par exemple, chacun doit être désormais capable de lire et d'écrire de façon autonome, et l'idée d'une autonomie collectivement assurée, dans les familles restreintes ou élargies, dans les réseaux sociaux, n'a pas cours dans les discours contemporains qui privilégient les compétences individuellement acquises. Tout se passe comme si le monde social était un théâtre où ne se jouaient que des face-à-face, individus isolés, situations, comme s'il était réductible à une série de comportements individuels, autonomes et atomisés. Et c'est vrai que c'est souvent ce à quoi on pense quand on pense à l'autonomie des élèves. Et pourtant, si nous suivons par exemple l'analyse de Bernard Collot, il nous dit que dès qu'il y a des élèves en autonomie, il y a un espace libéré par l'enseignant, qui est hors de son contrôle direct. Pensons à la classe multiniveau. C'est dans ce contexte que Bernard Collot a écrit. Et donc il se passe, de manière prévue ou imprévue, des interactions entre enfants, entre les élèves et leur environnement. Par exemple pour la construction des apprentissages. Mais il y a aussi l'utilisation du langage, il y a aussi une auto-organisation, même si elle n'est pas voulue par l'enseignant. Et il y a donc, de fait, constitution d'une structure apprenante. C'est souvent une activité informelle, parallèle, mais aussi interactive et très constructive à certains moments. Ces formes de coopération peuvent être diverses, et nous allons suivre cette fois-ci l'analyse de Sylvain Connac qui va nous montrer toutes les formes de coopération qui peuvent exister dans la classe, pas seulement dans les temps autonomes. Il nous dit d'abord que la coopération permet de prendre en compte la diversité des élèves, et donc va nous permettre de prendre en compte leurs besoins d'autonomie. D'abord parce qu'elle permet au maître qui n'a pas le don d'ubiquité de pouvoir donner à un autre que lui la responsabilité d'aider un élève plus faible, par exemple. Elle permet aussi une activité intellectuelle plus importante lorsque deux élèves échangent sur ce qu'ils sont en train de faire. Elle permet une forme de sécurité des élèves qui se disent qu'ils ne vont pas rester tout seuls devant leur travail, mais qui vont pouvoir trouver de l'aide. Et du coup, tout le monde est gagnant, que ce soit les élèves ou que ce soit l'enseignant. Et donc, ces formes de coopération, elles sont au nombre de 4. La première forme, c'est l'aide qu'un enfant peut apporter à un autre. Il met à sa disposition ce qu'il sait pour aider un copain à franchir un obstacle. C'est une activité asymétrique et informelle, mais qui peut conduire à un sentiment d'incompétence chez celui qui la reçoit, surtout si c'est systématique. On trouve aussi l'entraide. Cette fois-ci, chacun contribue à hauteur de ses capacités. Et en échange, chacun a atteint ses objectifs. On va se mettre ensemble pour faire un exercice, on va tous les deux y arriver, et on aura tous les deux contribué. Le risque, c'est que tous les participants ne s'impliquent pas autant et que certains qui vont être reconnus plus performants vont faire la tâche en entier qui va valoriser l'ensemble du groupe. On trouve aussi une forme plus codifiée, le tutorat, qui est une forme organisée de l'aide, qui est codifiée, liée à un contrat d'engagement mutuel entre un tutoré et un tuteur. Pour être tuteur, les élèves reçoivent une formation et les tutorés choisissent quels tuteurs doivent venir les aider. Et donc chacun doit pouvoir être tuteur à un moment ou à un autre pour éviter le sentiment d'incompétence de celui qui ne le serait jamais. Voici donc quelques affichages qui permettent à l'élève tuteur de savoir comment faire et le tétraède qui permet aux élèves qui ont besoin d'aide de le demander. Dernière forme de coopération, le travail de groupe. C'est une situation didactique qui est organisée par l'enseignant pour que les élèves puissent explorer à plusieurs une situation qui est souvent une situation problème. Et cette fois-ci, il est nécessaire, pour que ça fonctionne, que la composition des groupes soit bien réfléchie en fonction de l'objectif et qu'il y ait un temps préalable de réflexion individuelle. Chaque élève doit pouvoir s'emparer du problème. Enfin, il peut y avoir aussi des systèmes de formation des élèves au partage de la parole ou au partage des tâches au sein d'un groupe de coopération. Ainsi, le travail autonome gagne à être coopératif. Les élèves se sentent moins seuls et le maître peut y gagner en confort pendant qu'il est avec un autre groupe, par exemple.